Merci à Dragon Ferry pour ton don. Pour te remercier, King Kong. Faire un remake est une chose très controversée de nos jours. Comme je l'ai dit dans mon Parlons Cinéma sur le sujet, beaucoup sont persuadés que c'est une preuve d'irrespect envers un film qui est motivé par une tentative d'améliorer l'original. Alors qu'en vrai, c'est juste une version différente, pas une correction. Sauf dans le cas de la petite boutique des horreurs, la guerre des mondes, et la colère des titans, ou un hommage envers l'original, comme le film d'aujourd'hui, King Kong, le second remake. Ouais, ils avaient déjà fait un remake dans les années 70. Je l'ai pas vu, mais de ce qu'on raconte, c'est... Mais enfin, le film est réalisé par Peter Jackson, qui ressortait tout juste du succès du Seigneur des Anneaux, et qui a profité de ses 11 Oscars et de son feu vert Ultimate fait un remake de Citizen Kane si tu veux mec, pour rendre hommage à son film préféré, King Kong. Le film commence à New York dans les années 30. Une jeune actrice sans emploi du nom de Anne, jouée par Naomi Watts, embarque dans le projet d'un réalisateur désespéré et passionné, Carl Dehan, joué par Jack Black, consistant à embarquer une équipe de tournage sur une île totalement inconnue pour réaliser le film de ses rêves. L'équipe comprend une galerie de personnages colorés et variés, comme le scénariste artiste romantique Jack Driscoll, joué par Adrian Brody, le sous-fifre de Carl Preston, joué par Colin Hanks, le tueur qui a voulu provoquer l'apocalypse dans Dexter, un jeune marin promis à un grand avenir, qu'il est prêt à jeter en l'air pour être un héros, Jimmy, joué par Jimmy Bale, le costaud sage Monsieur Hayes, joué par Evan Park, l'acteur égocentrique Bruce Baxter, joué par Kyle Chandler, le capitaine badass Huggen Horn, joué par Thomas Kretschmann, et le capitaine Haddock en personne, Andy Serkis. Ils trouvent l'île, mais leur quête pour faire un film les embarque dans une histoire digne d'un film avec une civilisation inconnue, peuplée d'indigènes qui redéfinissent le terme sauvage, qui capturent Anne pour la livrer à l'objet de leur vénération, le gigantesque gorille appelé Kong. Tandis qu'Adrian Brody mène sa quête avec le reste de l'équipe dans cette île peuplée de créatures fantastiques, que ce soit des insectes géants ou carrément des dinosaures, pour retrouver la jeune femme. Celle-ci fait d'ailleurs de son mieux pour survivre aux caprices du roi de la jungle. Mais après quelques péripéties, Anne commence à voir de la douceur et même de la beauté chez cet animal fantastique, créant ironiquement une meilleure romance qu'avec Adrian Brody. Ce dernier, justement, retrouve Anne et la ramène sur le bateau, alors que Carl met en place un piège pour capturer l'animal, pour qu'il soit l'attraction qui le rendra célèbre et fascinera la population de New York. Oh oh oh, ça tu peux être sûr qu'ils vont être fascinés par la créature qui arrive à s'échapper, foutre le bordel à New York pour retrouver sa bien-aimée. Anne le rejoint, mais le mal est déjà fait et les militaires tentent de l'abattre, jusqu'au moment culte où Kong monte l'Empire State Building et se fait abattre par des avions de chasse, sous le regard abattu de la jeune actrice et du réalisateur qui a accompli son but. Raconter au monde la plus grande histoire du monde, malgré la peine que la fin lui suscite. Quand le film est sorti, les fans du réalisateur étaient excités de voir le meilleur réal de ces dernières années refaire un film aussi grandiose que King Kong, mais après avoir vu le film, les avis étaient divergents. Beaucoup ont adoré le film, d'autres ont trouvé que c'était une overdose qui devenait vite chiant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, mais je peux comprendre qu'il soit pas au goût de tout le monde. C'est surtout dû à la composition du film en fait. La première heure du film, c'est que des dialogues, du développement de personnages et de la mise en situation. Et la deuxième heure, c'est de l'action avarde en pause. Il continue même une fois de retour à New York. C'est un rythme un petit peu spécial pour un film, surtout un blockbuster, un genre qui a tendance à mettre de l'action toutes les 10 minutes, meilleur exemple étant le récent Dr. Frankenstein, sympathique mais mal géré, mais quand on y réfléchit, ça a du sens d'organiser le film ainsi. Retranscrire une sensation de quotidien à New York, avec ses spectacles et ses complications, pour créer une envie de quitter la ville et d'aller à l'aventure pour quelque chose de grandiose. Un long voyage qui crée encore plus d'attente pour ce que nos héros vont trouver sur cette fameuse île, rendre les personnages vivants avant d'en faire des t-shirts rouges ou des faiseurs d'action, histoire qu'on en ait quelque chose à foutre quand l'action arrive, et une fois sur l'île, les créatures sont rendues encore plus impressionnantes par l'aspect quotidien du voyage hors bateau. C'est un petit peu comme Titanic qui fait 2 heures de blabla avant que l'iceberg tant attendu débarque. Et l'action non-stop, c'est pour retranscrire le danger de l'île, où pratiquement tout essaye de te tuer. Et malgré ça, ils arrivent à rendre Kong très attachant. Kong, qui est d'ailleurs joué par Andy Serkis grâce à la technologie de performance capture qui l'a déjà bien servi pour jouer Gollum, offre une interprétation vraiment excellente. Malgré le fait qu'il ne parle pas, il arrive à retranscrire une personnalité, une complexité, et même une certaine beauté quelque part. Certains se plaignent qu'il fasse pas assez animal, qu'il est trop expressif, mais en même temps, c'est un sale géant.
je pense qu'on peut se permettre plus d'expression. Et le spectacle est plutôt cool. Les scènes où Adrien Brody et compagnie essayent de vivre sont correctes, mais la séquence où Kong combat les T-Rex est absolument épique. En fait, ce que j'aime vraiment dans ce film, et ce qui peut gêner certains spectateurs, c'est que Peter Jackson va à fond de son truc. Il emmerde la subtilité et la retenue. Il fait King Kong, il fait les choses en gros quitte à déborder. Je te fais même une séquence sur glace pour aller jusqu'au bout de la naïveté de la séquence où Kong retrouve la petite créature qu'il aime. Rien à foutre. Et je te fais aussi une séquence super lente pour traire la moindre once d'émotion de la mort de cette fantastique créature. C'est ce que j'admire chez Jackson, le fait qu'il va toujours à fond de son truc, tant il est passionné par son concept. C'est pour ça que je défendrai toujours sa décision d'avoir fait 3 films sur le Hobbit. Les personnages sont plutôt cool dans l'ensemble. J'aime bien Jack Black, j'aime bien le Capitaine Haddock, j'aime bien Baxter, l'acteur prétentieux qui devient le héros qu'il a toujours joué. J'aime tellement ces personnages que je trouve un petit peu dommage qu'on voit pas ce que la plupart d'entre eux deviennent à la fin du film. Et ouais, Adrien Brody est un petit peu chiant. Mais pour être honnête, il est censé l'être. Il est censé être cet homme parfait, talentueux, romantique et dévoué, mais chiant et sans saveur, pour créer un triangle amoureux avec Anne et King Kong. Est-ce qu'il aurait pu être plus intéressant en tant que personnage? Ouais, mais ce n'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est la relation entre Anne et King Kong qui devient vraiment magnifique. Bref, vous l'avez compris, ce film est génial, même si c'est compréhensif que certains ne l'apprécient pas. Il faut aimer le cinéma sans retenue pour l'apprécier, ce qui est totalement mon cas. Il y a une version longue qui apporte juste un mini-scénario dispensable et une séquence d'action supplémentaire, rien de primordial, mais bon. La version cinéma suffira à votre bonheur si vous êtes fan d'aventure, de cinéma, de dinosaures et de créatures fantastiques. Enfin, de toute façon, je dis ça, mais maintenant, la seule façon d'avoir la version longue ou la version courte, c'est via le Blu-ray qui propose les 2 versions. Donc, voilà.